Très ravi de vous retrouver pour ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes le premier jour du mois de décembre. C'est déjà la fin de l'année qui s'annonce. L'année 2021 qui nous a permis de découvrir autant de choses, beaucoup de surprises. Mais aussi une année au cours de laquelle Dieu nous a fait beaucoup de bien. Un seul dossier sur cette table. Lutte contre les ADF. On en parle partout, dans tous les salons, à Kinshasa et dans toutes les capitales provinciales du pays. FARDC et UPDF en action, force et faiblesse. On en parle dans ce numéro avec deux invités chacun à son tour. Nixon Kambale est directeur du Centre pour la gouvernance. C'est un homme issu de la société civile. Il est très objectif, très critique aussi, surtout lorsqu'il s'agit des matières sécuritaires. Martin Milolo, il est juriste et puis analyste, il est à la tête d'un mouvement citoyen. Il nous le dira tout de suite. Lui aussi sera de nôtre pour aborder ce sujet d'actualité. L'actualité chez nous est prioritaire. Voilà, nous vous en donnons la charpente. Oui, Amina Bayombo sera là à 19h de Kinshasa. Nous découvrons les titres. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité sur Télé 50. Amélioration des conditions sociales des enseignants en République démocratique du Congo. Le ministre de l'EPST était face aux élus nationaux ce mercredi. Tony Mwaba a présenté la situation générale dans son secteur. Cette interpellation intervient après quelques mouvements de grève. La RDC et la France pour encore plus de capacité des FARDC au combat, l'efficacité de l'état de siège, la mise en œuvre de l'industrie militaire, de la création de l'Institut scientifique pour la formation des hauts cadres militaires, c'est l'essentiel des échanges entre le ministre de la Défense nationale et le nouvel ambassadeur de la France accrédité en RDC. Depuis le monde commémore ce 1er décembre la journée mondiale contre le VIH-Sida, une occasion pour l'Organisation mondiale de la santé d'insister sur le dépistage. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Amina Bayombo. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Le rendez-vous est pris avec l'actualité, bien entendu, dans quelques poussières de secondes. Le tout premier invité de ce soir pour aborder ce grand sujet d'actualité. Oui, il défrait la chronique. L'armée ougandaise a donc demandé de traquer les ADF aux côtés de FARDC. On en parle, force et faiblesse. Comme annoncé, Nixon Kambale est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. Nixon Kambale. Oui. Je ne vais pas massacrer les noms. Non. Voilà, vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance, société civile. Avec vous, on a passé des moments formidables dans le monitoring justement de toutes les actions qui étaient menées dans le cadre des réformes. Le secteur sécurité. Secteur sécuritaire, justice, même celui de renseignement, exact. Police, armée. C'était donc un processus accompagné financièrement par les Britanniques. Oui. C'est là qu'on a fait connaissance. Oui, exact. Nixon Kambale, vous êtes du Grand Nord. Oui. Du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Vous êtes Congolais. Oui. Mais souvent, vous n'avez pas votre langue en poche pour aborder les sujets qui touchent à la sécurité, aux réformes du secteur de sécurité, l'armée, la police, les renseignements, la justice. Vous n'avez pas votre langue en poche pour en parler. Beaucoup saluent votre objectivité. Mais ce soir, vous avez appris que les doubles attentats qui a eu lieu à Kampala
apparemment, a réveillé le pouvoir politique ougandais. Et du coup, ils ont demandé donc des actions conjointes contre les ADF. Comment avez-vous accueilli cette demande? Bon, d'abord, il faut dire, Fabien, qu'il y a eu beaucoup de considérations sur les attentats de Kampala. Les doubles attentats. Les doubles attentats ne sont pas doubles parce qu'avant ça, il y avait encore deux autres. Voilà. Il y avait le premier attentat qui s'est passé dans un bistrot, où il y avait un seul mort, un seul décès, évidemment. On parlait du kamikaze. Il y avait le deuxième attentat qui s'était passé dans un bus. Là aussi, il y a un seul décès. Alors, pour certains analystes, d'abord, pour vous, personnellement, un montage pour arriver à cette demande, montage des Ougandais ou des services de sécurité ougandais, ou sont les vrais attentats des ADF? Fabien, lorsque on essaie d'interroger l'histoire récente, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu un activisme du président ougandais dans la presse, où il a parlé d'abord sur France 24, en insistant que ce sont les ADF, même ce qui se passe au Mozambique serait lié directement aux ADF en RDC. Avant cela, il y avait cette histoire de route qui devait être construite par l'Ouganda avec la RDC. On laisse d'abord l'affaire des routes. Parce Oui. que vous le savez, l'Ouganda doit à la RDC 15 milliards de dollars. Ça, c'est une autre affaire. C'est un autre aspect. Mais j'aimerais vous projeter un peu dans l'histoire pour comprendre un peu ce qui est arrivé. Oui. Alors, cet activisme, évidemment, a permis à certains de penser que, évidemment, le président ougandais poussait les autorités congolaises à se déployer en RDC. Il y a même où le président ougandais avait dit, ça ou avec l'accord de la RDC, moi je vais entrer parce que ma sécurité était menacée. Donc, il n'a pas parlé de sans ou l'accord avec l'accord de la RDC. Ça, je crois que c'est une extrapolation de la société civile. Certains, pas les anciens congolais, mais en Ouganda. Parce que j'ai eu à faire du débat de la question avec certains Kazami qui sont en Ouganda, et ainsi de suite, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas un problème. Vous devez être mieux informé parce que c'est le même peuple des part et d'autre de la frontière. Hein? Oui, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Pratiquement, nous sommes les mêmes peuples africains. Donc ça, ce n'est pas... Donc, la question n'est pas celle-là. La question, c'est évidemment quels sont les avantages ou les désavantages de l'arrivée des troupes ougandaises en RDC. Pour revenir à l'aspect que vous avez soulevé, Museveni, selon certains analystes, aurait planifié ces attentats, fait planifier ces attentats pour justifier la demande formulée à son homologue congolais. Oui. C'est une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse. Alors, mais ici, nous avons affaire à une situation qui devenait un peu très critique dans notre pays. Vous savez que c'est pratiquement près de 8 ans, 10 ans même, que la situation à Béni est tellement préoccupante. Le président Kabila a déployé ses efforts dans la région, mais malheureusement, à dépit de victoires sur l'ennemi, il y avait toujours des failles. Des failles qui n'ont pas permis, évidemment, à ce que tous les efforts entrepris à l'époque n'ont pas pu avoir de résultats. En 2019, on a réitéré encore notre approche avec l'approche militaire, avec ce qu'on a appelé l'opération de grande envergure. Mais une année après, ça s'est révélé aussi un peu déphasage avec les défis que présentait l'activisme des groupes armés dans la partie de Béni, Territoire et Irumu, en Ituri. Donc, Béni, Nord Kivu et Irumu, en Ituri. Pratiquement, on est arrivé à décréter l'état d'urgence.
parlez de l'état de siège. L'état de siège, évidemment. Je ne connais pas bien le distinguo, mais, non, mais l'état de siège. Il s'agit de l'état de siège. On a décrété l'état de siège. Que tout le monde a salué. Il faut qu'on le dise. Tout le monde avait salué l'état de siège. Mais les mécontents, il y en a eu. Au sein de la société civile, des politiques, les hommes d'affaires qui se retrouvent dans ce qui se passe. Moi, j'ai toujours pensé que chacun a son point de vue. Mais ici, nous avons affaire à une décision d'autorité, d'une autorité politique, de la haute autorité du pays, et qui s'est fondée sur les dispositions constitutionnelles, donc légales, dans le pays. Et à ce titre-là, il se devait de prendre ces dispositions, parce qu'il n'y a que lui qui répondra dans le contrat social qu'il a signé avec la population lors des élections. Donc moi, je pense qu'à cette attaque décision de l'autorité, il fallait applaudir, parce qu'il n'y a que lui qui connaît les problèmes, qui comprend bien les problèmes, et il a avec sa disposition tous les mécanismes légaux qui lui permettent de dire voici ce que je dois faire. Malheureusement, il s'est fait que dans la mise en œuvre de l'état de siège, il y a eu des problèmes. Et ici, on ne peut pas aller outrepasser ce qui s'est dit dans la commission de défense et sécurité en rapport avec l'état de siège. Et les recommandations étaient adressées au président de la République, au chef du gouvernement. Et que donc, ces recommandations-là ont amené naturellement le président de la République. Et je dois souligner, à la demande aussi des élus de la partie nord du Nord Kivu et de l'Ituri, qui pensaient que, effectivement, il fallait entrevoir un autre mécanisme pour arriver au bout de ce qui se trame à Beni, en envisageant évidemment la mutualisation de forces dans la région pour voir ce que ça peut donner. Donc, c'est une décision non pas prise de manière isolée par le président de la République, mais c'est une décision prise aussi en concertation avec les députés. Vous parlez de quelle décision? Les décisions État de siège. Non, de mutualiser les forces. Les mutualisation des forces. La mutualisation des forces. Vous parlez de la mutualisation des forces. Voilà. Justement. Il y a eu des élus qui ont parlé avec le chef de l'État. Oui, ils ont parlé. Et aujourd'hui, je respecte ces élus parce qu'ils ont maintenu leur position. Et il est dit à tout moment, parce que lorsqu'on pose la question, comment on est arrivé à ça, ils disent oui, nous sommes de ceux-là qui ont demandé cela. Et nous pensons que, comme les autres ont montré les limites, on peut essayer avec cette autre option. Donc, pour dire que ce n'est pas une décision qui tombe du ciel, et c'est fondé sur certaines considérations. Et vous, au niveau de la société civile, si les élus, certains élus sont d'accord avec le chef de l'État, aussi la population, mais vous, personnellement, au niveau de la société civile, nous disons... Comment avez-vous accueilli la décision de cette mutualisation? Nous restons un peu dans le français des salons IP de la Gombe. Au niveau de cette décision de pouvoir traquer les ADF ensemble, c'est-à-dire les deux armées, dans une opération conjointe. D'abord, laisse-moi préciser une chose, Fabien. Vous savez, la région des Grands Lacs a été confrontée à beaucoup de problèmes. Et dans la région des Grands Lacs, les États se sont mis d'accord par le pacte international sur la région des Grands Lacs, qui a créé la CERGEL. Et parmi les protocoles qui accompagnent ce pacte-là, il y a le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Donc, pour un protocole qui n'est pas respecté souvent par le Rwanda. Non. Bon, ça c'est sur le point de vue des uns et des autres. Il y a eu 2 incursions dernièrement ici. Une incursion de l'armée rwandaise, confirmée par les FARDC, et justement l'entrée du très tristement célèbre M23 par, comment on appelle, on parle de Runyonyi et Bunagana. Voilà. Donc, non-respect de cet accord. Oui, évidemment. Le fait qu'on ne respecte pas l'accord, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer cet accord. Donc, s'il y a certains qui n'ont pas respecté l'accord, il existe des mécanismes pour lesquels il faut appeler cet État-là à revoir sa manière de faire. Et que donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la mutualisation de force
peut avoir comme fondement ce pacte-là, ces protocoles-là, au pacte qui fonde les États, évidemment, à entrevoir la possibilité de se mutualiser pour lutter contre ce qui peut être considéré comme une menace contre la sécurité des uns et des autres. On sait que dans la CIRGL, on a aussi des bons élèves et des élèves médiocres. Effectivement. Sans les citer. Nous, sans fermer cette parenthèse, nous en venons justement à ceux qui croient, ou qui estiment que l'Ouganda, vous connaissez la difficulté qu'il a dans les prêts lui accordés par Exim Bank, la banque chinoise, pour l'élargissement de l'aéroport d'Entebbe, le seul aéroport international, environ 207 millions de dollars qu'il n'a pas pu rembourser. Et Exim Bank a gagné pratiquement, ou la partie chinoise a gagné le procès jusqu'à parler de l'appropriation de l'aéroport. C'est une parenthèse. La saisie de l'aéroport. La saisie de l'aéroport. Mais est-ce que ils n'ont pas tort de dire, par exemple, certains analystes, que le président Museveni, sachant que la donne a changé dans les Grands Lacs, dans les Grands Lacs et dans la CIRGL, maintenant il faut faire des yeux doux à Kinshasa pour pouvoir, à qui on doit 15 milliards de dollars. Au-delà de la construction des routes, il faut venir en aide au FARDC pour combattre les ADF. En même temps, ça nous profite, en même temps, ça profite aux voisins. Quelle est votre analyse personnelle? D'abord, il faut dire une chose. La passation ou le changement de gouvernance dans notre pays à travers les élections ont mis à la tête de la RDC un président qui n'a pas été impliqué dans ce qu'on a connu comme trouble de la région des Grands Lacs. Et à ce titre-là, cette donne-là devait amener tous les autres à revoir leur manière de faire avec la RDC. Donc, nous ne sommes plus dans l'état de belligérance comme c'était à l'époque, mais nous avons un chef d'État qui s'est dit, OK, voyons comment partir sur de nouvelles bases. Et le fait qu'il n'a pas été impliqué dans ce qui s'est passé, évidemment, ça donnait des garanties aux autres de voir comment on peut négocier, on peut coopérer ou relancer les coopérations et arriver à vider cette passée dramatique qu'on a connue. Donc, à ce titre-là, c'est tout à fait normal que le président Museveni entrevoie les autres possibilités de coopérer avec la RDC. Oh, l'une des questions qui se pose entre nous, c'est évidemment la présence de ce qu'on qualifie aujourd'hui des ADF. Et cela affecte aussi bien la RDC principalement, mais aussi l'Ouganda à second titre. Parce que c'est rarement que les ADF arrivent à attaquer l'Ouganda. Les dernières attaques à 10 ans ou à 3 ans, c'est seulement les attentats d'hier qu'on a attribués aux ADF. Et c'est l'Ouganda qui a hébergé également le M23. Ouais, évidemment, ce sont des réalités qui sont là. Donc au même moment, l'Ouganda demande à intervenir. Et ce qui doit être la RDC, c'est de dire, OK, vous aussi, cessez d'héberger ceux-là qui ont eu à menacer un moment et qui menacent d'ailleurs nos frontières et la sécurité en RDC. Et ça, évidemment, la RDC doit se fonder sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que l'accord cadre oblige les États à ne pas héberger sur leur territoire les personnes qui auraient comme agenda de menacer la sécurité de l'un ou l'autre État. Donc, à ce titre, alors, ça, ce sont des démarches qui doivent venir de la RDC. Mais aussi, on ne peut pas renier à l'Ouganda, évidemment, la possibilité de voir comment être en contact avec la RDC pour vider cette question qui est devenue une épine, finalement, dans les pieds aussi bien de la RDC que de l'Ouganda. Et à ce titre-là, nous pensons que nous, moi personnellement, avec le sang pour la gouvernance, nous pensons que on va donner la chance à cette opération qui commence, parce que pour nous... Donc vous êtes favorable? La paix est prioritaire à tout. Mais la paix, en demandant la paix, on ne dit pas que nous faisons table rase sur ce qui s'est passé dans le passé. Nous savons qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé et que les responsabilités doivent être établies
conformément au droit national et international. Et là, je vous rappelle que nous continuons à militer pour que, à faire des lobbying pour que on amène Djamil Moukoulou ici chez nous, parce que c'est ici que ce groupe a commis beaucoup de gaffes que de le laisser en Ouganda. Donc, c'est comme ça que nous pensons que les problèmes actuels, les opérations, la mutualisation des forces qui se passe actuellement, ont sa raison d'être et ils doivent être accompagnés pour qu'on arrive, pour que, à l'échéance décidée, qu'on arrive évidemment à rétablir la paix dans la région, aussi de Beni et de Irumu. Voilà. La guerre est asymétrique. Il y a quelques années, Shoki Tundu le disait au monde et à l'Afrique. Elle est non conventionnelle. Les États-Unis ont même reconnu que les ADF sont des terroristes. Alors, l'Ouganda n'a pas une expérience ou une expertise dans la traque ou l'élimination des terroristes. Non, Fabien. S'il vous plaît. N'a pas une expertise avérée dans les méthodes des ADF aujourd'hui. Alors, deux armées de deux pays combattent ou traquent des terroristes aux méthodes non conventionnelles, alors que ce sont des armées légales, loyalistes. Quelle chance d'aboutissement ou de succès de toutes ces opérations, même si on pilonne dans telle ou telle forêt, quelle chance d'aboutissement d'une telle démarche, d'une telle mutualisation des efforts? Ok, merci beaucoup Fabien pour la question. Mais je dois d'abord préciser que l'Ouganda a été engagé dans la lutte contre le terrorisme aussi en Somalie, mais aussi il a éradiqué la LRA sur son territoire. Donc c'est une expérience que l'Ouganda a. Même si pratiquement la LRA a été renvoyée pratiquement au Congo, mais aussi il faut dire que le FARDC dans la partie Bazouélé ou Touélé a eu à maintenir une pression sur la LRA et qu'on a quitté le territoire national. Donc, il ne faut pas dire que les deux armées n'ont pas d'expérience. Ils ont une expérience. Je parle de l'armée ougandaise. Vous voyez, ils ont fui, mais ils n'ont pas été neutralisés. Non, mais au moins, ils ne sont plus sur son territoire. Voilà. Mais ça, ils font des dégâts chez nous. Mais évidemment, c'est là où nous aussi, nous devrions faire autant que les Ougandais. Ça veut dire quoi? Ce que nous avons pu faire avec Kony, Daléo et Bazouélé, on peut le réitérer avec les ADF. Et ce n'est pas la première fois. Je peux vous dire que c'est pratiquement depuis 2005 que l'armée congolaise est engagée dans la lutte contre les ADF. Et on doit saluer ici la mémoire du général Baouma, qui en un mois avait vaincu, avait récupéré tous les bastions des ADF. Donc, c'est pour dire que notre armée a une expérience dans la lutte contre le terrorisme. On ne doit pas les nier. Seulement, évidemment, il y a certains couacs qu'il faut que notre armée n'arrive pas à bout de ça. Et les éléments, les écueils ont été bien relevés dans les rapports de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Quand vous lisez ce rapport, vous comprendrez pourquoi il y a des failles dans notre armée. Et c'est ces failles-là qu'il faut chercher à combler. Je sais que certains de la société civile appellent souvent à la purge, à la purge, à la purge. Je dis oui, vous voulez voir la purge, mais la purge, ce n'est pas une opération de demander de dessiner un canard à l'école. Non, c'est une grande opération qui doit arriver avec la grande réforme du secteur de sécurité, notamment de l'armée, pour qu'on arrive à extirper de l'armée les éléments sur qui pèseraient certaines allégations, certaines fautes qui pouvaient influer négativement sur le bon fonctionnement de l'armée. L'armée du monde, à travers la MONUSCO, une armée conventionnelle n'a pas réussi à neutraliser les groupes armés. Vous avez vu plus de 20 ans. Nous sommes dans le réalisme. Les FARDC ont abattu un travail de titan, il faut le saluer, au cours de l'histoire. Mais je dis, pendant ce temps, deux armées contre les ADF dans une guerre asymétrique, vous connaissez leur mode opératoire, où ils sont et tout ça, comment ils massacrent. Alors, pilonner leur position, vous pensez que le succès est pour combien de temps? Mais, en fait, le désarmé, c'est se donner un agenda.
il y a des questions qui relèvent du secret défense, qui ne doivent pas être relevées à la population. Mais au moins, on peut se dire que les efforts, donc les efforts mutualisés, vont arriver à coup sûr à des résultats. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, il faut dire que la capacité de deux armées associées va faire quelque chose. Non seulement ils ont eu à mutualiser les efforts à terme de renseignement, mais ici, ils entrent maintenant dans les opérations. C'est pour dire que là où il y avait des failles du côté FARDC, ces failles vont être comblées par l'armée ougandaise. Et là où il y a des failles du côté ougandais, ça va être la maîtrise de la forêt, évidemment, c'est sur le FARDC. Et comment faire en sorte qu'après ces opérations, après la victoire sur ces fameux ADF, que tous les Ougandais rentrent chez eux et qu'il n'y ait pas de soucis plus tard? Et ce sont là les exigences de la société civile. Nous disons ceci. Nous saluons la décision. Mais par contre, nous sommes très regardants et exigeants par rapport, à la zone opérationnelle où les opérations vont effectivement se passer. Et c'est là où, et au Parlement, et tout le monde appelé à la requalification de l'état de siège, à ce que ça soit amené dans les zones qui sont effectivement affectées ou affectées par les opérations des ADF. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les délais. Ça doit être à court terme, comme ça a été avec l'opération Artemis en Ituri, donc pour éviter que ça dure longtemps et que ça donne voie à des spéculations, et ainsi de suite. La troisième chose, c'est qu'on doit communiquer clairement sur le nombre de militaires ougandais qui sont entrés en RDC, pour ne plus revivre ce qu'on a vécu avec les opérations à Manileo et Umojawetu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des doutes sur les retours des contingents rwandais qui étaient entrés en RDC sous ces opérations-là demeurent. Et nous ne voulons pas revenir sur cette pratique-là, sur cette réalité-là. Voilà pourquoi nous, à la société civile, nous disons, nous restons très regardants et exigeants sur ces trois points-là. Comme Kagame, oui, beaucoup de gens doutent de la sincérité de Museveni. Laurent Désiré Kabila connaissait les deux très bien. Alors, il faut dire comme à l'église, Amen, le frère, voisin vient nous aider, on peut fermer les yeux? Non, nous ne disons pas Amen. Nous disons, et je viens de le dire ici, nous disons oui à la mutualisation des forces, oui à ces efforts conjoints, mais nous disons, nous exigeons évidemment de notre gouvernement que ça soit clarifié clairement. Le nombre de militaires ougandais qui sont arrivés sur le territoire national. Ça, c'est un. De deux, le délai en dehors lequel cette opération va être menée. Ça ne doit pas être une opération éternelle. Si c'est 2 mois, si c'est 3 mois, on doit le dire. Et troisièmement, on doit circonscrire la zone d'intervention. Les ADF n'étaient pas à Kanyabayonga, à Mangorijipa, on ne voudrait pas voir les militaires ougandais aller jusqu'à Kanyabayonga, à Miriki ou à Walikale. Merci. Donc, là, ça doit être bien dit et nous le demandons de la part de notre gouvernement. On va évaluer peut-être après, vous voulez qu'on évalue après 3 semaines? Oui, même 2 semaines. 2 semaines. On va se retrouver pour évaluer. Exact. Mais au téléphone, quand on a échangé sur cette interview, je vous ai senti très motivé, avec un moral dopé. Voilà. C'est pour dire que vous êtes souvent soucieux de ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Et si c'est le moment d'en finir définitivement avec ces ADF, c'est une très bonne chose. Nous gardons le sujet, mais on aborde cette fois-ci le volet. Bon, nos amis qui ont fait le droit, ils ont toujours un autre regard, une autre lecture des événements. Nous allons écouter ce qu'ils nous disent. Un acteur, comment on les appelle encore? Mouvement citoyen. Un leader d'un mouvement citoyen vient analyser avec nous la situation. Martin Milolo.